Du coup, salut à tous, je suis Corentin Vallès et je vais vous présenter un peu un aperçu de ce que c'est WebGPU et pourquoi on en a besoin sur le web, et aussi un aperçu du processus de standardisation web, qui est quelque chose qui est relativement peu connu dans la communauté. Donc je me suis dit que ça serait intéressant pour tout le monde de voir un peu comment c'est à l'intérieur. Je vais me présenter rapidement. Je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Pêchabou, je suis resté dans le sud jusqu'à 19 ans. Par contre, j'ai pas eu l'accent parce que lui, il vient de Paris, le monsieur là-bas, et j'ai pas d'accent, désolé. Je me suis intéressé au GPU relativement tôt et j'ai eu l'occasion de faire un stage à NVIDIA en travaillant sur le driver OpenGL, et là j'ai un peu découvert tout ce qui était l'architecture GPU, tout ça, et je suis vraiment tombé amoureux de ce hardware et je le trouve génial. Et ensuite, j'ai rejoint Google à Montréal pour travailler sur Chrome et la stack graphique de Chrome, et je les ai rejoints en 2014. Donc là-bas, je travaille sur toute la stack logicielle pour implémenter WebGL, qui est une API pour utiliser les cartes graphiques dans le web. Et là, maintenant, je gère nos efforts pour la nouvelle API WebGPU. Et entre autres, là-dedans, j'ai aussi eu l'occasion d'être coprésident du groupe W3C qui s'appelle GPU for the Web, qui est en gros celui qui va standardiser WebGPU. Donc le plan de la présentation, d'abord je vais expliquer un petit peu ce qu'est WebGPU et pourquoi est-ce qu'on en a besoin sur le web. Et ça va passer sur l'explication de ce qu'est un GPU et comment il marche, ce qu'est WebGL, qui est la technologie GPU sur le web maintenant, et quels sont ses problèmes. Et à la fin, je vais expliquer comment WebGPU, qui n'existe pas encore, va corriger ces problèmes. Et puis dans la deuxième partie, je vais parler du processus de standardisation web. Donc, comme d'habitude, il faut faire un disclaimer. Je ne représente pas Google, les opinions sont mes propres opinions. Je vais parler de partage de propriété intellectuelle au W3C. Je ne suis pas un avocat. Et aussi, les choses vont être un petit peu simplifiées comparées à la réalité. Les choses sont vraiment horriblement difficiles en vrai. Et puis aussi, je vais avoir tendance, c'est un domaine que je connais beaucoup, donc je risque de faire des raccourcis. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions au milieu de la présentation, surtout si j'utilise du jargon, ce qui va sans doute arriver. Donc la première partie, comment ça marche un GPU. Donc pour commencer, on va d'abord contraster ça avec la façon dont marche un CPU. Donc si on regarde un CPU à partir de 1000 km, en gros on a un ensemble de cœurs, et le but du CPU, c'est d'exécuter du code serial le plus vite possible. Donc un seul thread le plus vite possible. Ça c'est utile parce qu'on a de la logique métier qui est très compliquée avec des branches dans tous les sens, parce que c'est les contraintes de la réalité. Et le but c'est d'exécuter ces choses-là le plus rapidement possible. Donc si on regarde à l'intérieur d'un cœur et qu'on oublie le cache, on a un control unit qui est énorme, qui va décoder les instructions x86, qui va chercher à les réordonner pour les exécuter plus rapidement, qui va faire de la prédiction de branches, qui va faire de l'exécution spéculative, comme on l'a vu ces 2 derniers jours. Cette unité dans le CPU, elle est énorme, elle prend beaucoup de transistors. Et à côté de ça, les choses qui font les vraies opérations utiles, dans un certain sens, on a une petite unité arithmétique, qui est essentiellement utilisée en mode scalaire. Et on a aussi un petit ensemble de registres, mais c'est vraiment tout petit comparé à l'unité de contrôle. Et aussi, si on regarde un CPU, le but c'est d'accéder à la RAM le plus vite possible, avec le moins de latence. Et donc ils utilisent un type de RAM qui a une bande passante qui est correcte, mais qui n'est pas aussi grosse qu'elle pourrait être, par exemple, pour un GPU. Par contre, la latence est faible. Donc si on regarde un GPU à la place, les GPU, pareil, ça a des genres de cœurs qui sont répliqués plusieurs fois sur le GPU. Donc ici, on va appeler ça un bloc. La terminologie dépend de la marque de GPU. Et donc, un GPU, c'est en gros un coprocesseur programmable qui va exécuter des opérations de façon très parallèle. Donc, entre autres, la grosse particularité, c'est qu'il va y avoir un control unit qui est relativement bête comparé au CPU, qui va donner une instruction qui est la même pour tout un ensemble d'unités arithmétiques qui vont exécuter la même opération, mais sur des données différentes. Donc, on appelle ça SIMD, et l'idée de ça, c'est que le GPU, c'est vraiment de tirer parti du parallélisme de l'algorithme qu'on veut faire tourner sur le GPU. Comparé au CPU, la mémoire a une plus grande bande passante. Par contre, la latence va être plus élevée. C'est pas grave parce que tout est très parallèle. Et en fait, les GPU ont des mécanismes pour cacher la latence mémoire.
Un peu comme l'hyperthreading sur les CPU, sauf qu'ils font ça beaucoup plus que l'hyperthreading qui fait tourner 2 threads logiques sur un corps physique en CPU. Une autre grosse particularité des GPU, c'est qu'il y a des blocs qu'on appelle à fonction fixe qui implémentent des choses qui seraient difficiles à émuler sur la partie programmable du GPU. Typiquement, décider quels sont les pixels qui sont à l'intérieur d'un triangle et lesquels sont à l'extérieur, c'est quelque chose qui, si on l'implémentait sur la partie programmable, serait vraiment peu efficace en termes d'énergie et de vitesse. Donc il y a un petit bloc avec relativement peu de transistors qui s'occupe de ça, et ça s'appelle de la fonction fixe, et on va y revenir. Donc comme on le voit maintenant, les GPU c'est très bien, c'est des cartes graphiques, donc c'est très bien pour faire des graphismes 3D et des jeux vidéo, youpi. Par exemple, quand on a un jeu vidéo, on a envie de faire plein d'opérations, mais la même opération sur des pixels. Donc le GPU permet de faire ça de manière parallèle très efficacement. Pareil, quand on a des modèles 3D, on veut faire des opérations sur les points, les sommets du modèle 3D, et le GPU permet de faire ça très efficacement. Et le rendu 3D, c'est la raison pour laquelle l'architecture des GPU a évolué de cette manière-là. Mais si on regarde à d'autres domaines, il y a aussi, par exemple, le calcul scientifique ou l'apprentissage, qui est un sous-domaine du calcul scientifique, qui peuvent tirer parti d'algorithmes très parallèles. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, utiliser les GPU pour faire du calcul scientifique ou de l'apprentissage? Eh bien, récemment, c'est-à-dire il y a 5 ans, les GPU ont acquis de nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire ce qu'on appelle du compute, qui est des calculs un peu arbitraires sur les cartes graphiques, et notamment du calcul scientifique. Donc les deux choses nouvelles sont des registres qui sont partagés entre toutes les unités arithmétiques. Ça, c'est utile, par exemple, pour qu'elles puissent se partager des calculs intermédiaires. Par exemple, dans les matrices, on fait souvent des sommes et des lignes-colonnes et tout ça, donc s'ils peuvent se partager des opérations, c'est bien. Ils peuvent aussi se partager des accès mémoire avec ces registres. Et l'autre chose, c'est que les GPU, pour juste faire du graphisme 3D, elles pouvaient accéder à la mémoire de manière assez contrôlée. C'était pas vraiment très général comme mécanisme pour accéder à la mémoire. Et donc, quand les cartes graphiques ont acquis la fonctionnalité Compute, elles ont aussi permis aux ALU de faire des accès mémoire en lecture et en écriture un peu arbitraires dans la mémoire du GPU, ce qui n'était pas possible avant. Donc, pareil, les fonctionnalités Compute, je vais y revenir après. Donc ça, c'est ce qu'est un GPU, et c'est quand même super utile parce qu'en termes en termes de puissance de calcul, c'est mieux qu'un processeur, surtout au même coût. Ça permet de faire tourner des algorithmes différents, du coup, et aussi c'est plus efficace en termes d'énergie quand on fait tourner ces algorithmes, par rapport à un CPU qui va passer beaucoup de temps à décider comment faire les instructions plutôt qu'à les faire, proprement parler. Donc, cette technologie, c'est cool, on veut la voir sur le web. Donc, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont mis une API pour utiliser les cartes graphiques sur le web. Donc, cette API, c'est vraiment, enfin, moi j'adore ce truc-là. Ça permet d'utiliser, c'est une API web exposée au JavaScript qui permet d'utiliser le GPU et de le programmer. En gros, cette API web, c'est une API native qui est utilisé sur les téléphones portables, qui s'appelle OpenGLES2, et ils ont pris le header C, et puis ils ont dit maintenant ça c'est des fonctions JavaScript. C'est assez dégueu si on regarde à la plateforme web, ça ressemble pas du tout aux autres API web, c'est vraiment, ils ont pris ça violemment et ils l'ont mis sur le web. Mais bon, ça marche, et puis ça a permis de faire des jeux, de faire de la réalité augmentée maintenant, et d'autres trucs 3D dans le navigateur. Et ce qui est cool avec WebGL, c'est que ce n'est pas juste une seule entreprise qui le fait, c'est que c'est tous les navigateurs et NVIDIA et Intel et Unity qui participent. Vous allez en parler après. Tous ces gens-là participent pour faire le standard, et donc ça marche plutôt bien. Donc là, j'ai des démos de ce que peut faire WebGL, mais c'est mieux si on les voit en vrai. Ça ne sera pas par contre sur le... Ah si, peut-être que ça sera sur l'enregistrement. Donc ici, ça c'est la vue 3D de Google Maps. Ça utilise WebGL pour faire le rendu 3D. Donc là, on voit le haricot et on peut tourner autour et faire plein de choses cool. Et puis, donc ça, c'est peut-être l'utilisation la plus... Enfin, le site WebGL le plus utilisé au monde. L'autre utilité de WebGL, c'est de faire des jeux vidéo qui tournent dans le navigateur. Donc par exemple, ici, on a le moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine, qui est un concurrent à Unity,
qui a été compilé sur le web. Donc ils prennent le code C++, ils le compilent en WebAssembly, qui est un nouveau format d'exécution sur le web. Et ça utilise WebGL pour faire le rendu. Et donc on peut faire des jeux très beaux. Tout ça, c'est pas une vidéo, c'est ce petit ordinateur qui le fait en temps réel. Donc ça permet de faire des jeux vidéo 3D vraiment beaux sur le web. On va présenter à nouveau. Est-ce que le Hangouts, il a pris le truc? Tu l'as plus. C'est bon? Est-ce que tu as les slides? C'est bon? Ok, parfait. Mais le problème, c'est que WebGL, c'est vraiment pratique, on peut faire plein de choses avec, mais ça a des problèmes. Le premier problème, c'est que WebGL, comparé aux plateformes natives, c'est vraiment en retard en termes de fonctionnalité, et notamment, il n'y a pas la fonctionnalité qu'on appelle Compute, qui est utile pour l'apprentissage et le calcul scientifique. Donc si on regarde un peu au timeline pour WebGL, la généalogie de WebGL remonte à 1992 quand OpenGL 1, qui est une API pour utiliser les GPU, OpenGL 1 est sorti en 1992. Et WebGL, en gros, c'est équivalent à quelque chose qui est sorti en 2004 et qui est passé de Desktop OpenGL, qui est pour les ordinateurs de bureau, à OpenGLES, qui est quelque chose pour les téléphones mobiles, à une API sur le web. Donc là, on a déjà 7 ans de retard sur les plateformes natives. Récemment, il y a WebGL 2 qui est sorti. Il y a eu 5 ans d'écart entre WebGL et WebGL 2, et l'écart est essentiellement le même. WebGL a toujours 7 ans d'écart avec les fonctionnalités natives. Un problème qu'on voit, c'est que développer une nouvelle version de WebGL, c'est super compliqué, parce que l'API WebGL est assez baroque, la structure est vraiment horrible, et donc implémenter une nouvelle version, c'est vraiment énormément de boulot, donc voilà. Et donc récemment, en 2012, les GPU ont commencé à pouvoir faire du compute, et cette fonctionnalité-là, on ne l'a pas encore dans WebGL. Et là, on se dit, est-ce qu'on va devoir à nouveau faire 5 ans de travail pour réussir à mettre cette fonctionnalité dans WebGL? Ça serait un peu dommage. Et en fait, déjà, en plus, ça peut peut-être mettre 5 ans de le faire, mais en plus de ça, cette fonctionnalité ne pourra pas être supportée sur les plateformes Apple, parce que porter WebGL avec Compute sur ces plateformes-là, ça demanderait d'écrire un nouveau port complet sur une autre API graphique, et c'est 20 ans d'homme travail. Enfin, c'est monstrueux. Donc ça, déjà, WebGL, ça n'a pas les fonctionnalités modernes. Le deuxième problème, c'est que WebGL, il ne représente pas de façon très proche, il ne représente pas vraiment bien les cartes graphiques modernes. Donc si on regarde WebGL, il suppose qu'il y a un pixel, et puis quand on affiche un pixel, il va à travers plusieurs étapes pour faire des choses. Donc la première étape, c'est le programme qui traite le pixel qui a été donné par l'application qui utilise le GPU. Et puis une fois que l'application a choisi une couleur, ce pixel va à travers un test de profondeur pour savoir s'il est devant ou derrière les pixels qui sont déjà là, pour éviter d'afficher les objets qui sont derrière ce qui a déjà été affiché. Puis ensuite, il y a un mixage de couleurs et ensuite l'écriture dans la mémoire. WebGL pense que toutes ces choses-là sont indépendantes. Le programme peut être changé indépendamment des boutons, en gros c'est juste un ensemble de valeurs discrètes, des boutons qui permettent de bidouiller le test de profondeur, le mixage, etc. Il pense que tout ça c'est de la fonction fixe. Le problème c'est que dans un vrai GPU, c'est pas forcément efficace d'avoir des transistors qui font le test de profondeur, qui font juste ça, parce que c'est de la perte de transistors. Du coup, peut-être qu'une carte graphique va implémenter le test de profondeur en software dans la partie programmable. C'est-à-dire que quand l'application va utiliser un programme, le driver va rajouter un petit bout de code pour faire le test, un petit bout de code là par exemple do depth test, pour rajouter le test de profondeur. Donc là, ce qui va se passer, c'est par exemple si vous êtes dans un jeu vidéo et vous tournez un couloir, et là il y a quelque chose qui utilise un monstre moche, qui utilise un test de profondeur bizarre, que le driver n'a pas encore vu. Le driver va voir ça et va dire « Ah, j'ai pas encore vu ce test de profondeur et cette combinaison de test de profondeur et de programme, du coup je vais devoir recompiler les choses. » Et là, vous avez une pause qui prend de 30 millisecondes à 200 millisecondes suivant la complexité de votre programme. Et en tant qu'utilisateur, vous le voyez et vous faites « Ah, ce jeu il est dégueu, ça m'énerve. » Là, on voit que WebGL, déjà, il ne matche pas bien avec
l'architecture des cartes graphiques modernes. L'autre problème, c'est que c'est pas facile de savoir quelle est l'architecture des cartes graphiques modernes, parce que ça varie. Peut-être qu'une carte graphique va décider que le test de profondeur va se faire en software, peut-être qu'une autre carte graphique va décider qu'en plus, le mixage des couleurs va se faire en software. Et donc c'est vraiment difficile de faire une API qui dit ces choses-là vont être faites en software, celles-là vont être faites en hardware, et s'il te plaît, programmeur, donne-moi toutes ces choses-là avant, et puis celle-là, tu peux la modifier quand tu veux. Donc l'API, elle est un peu vieille, ça c'est de l'héritage de 1980, ça hérite de 1992, où toutes ces choses-là, c'était vraiment des blocs de transistors différents, mais ça marche plus vraiment bien aujourd'hui. Donc ça, c'était le deuxième problème qui fait que WebGL ne correspond plus aux cartes graphiques modernes. Le troisième problème, c'est que WebGL, c'est lent sur le CPU, c'est-à-dire que le coût d'envoyer des commandes au GPU est lent et vraiment gros sur le CPU. Et le driver prend beaucoup de temps à l'application. Ça, c'est à nouveau parce que l'API a été conçue à une généalogie qui remonte à 1992 et que WebGL est toujours plus ou moins compatible avec ce machin de 1992. Entre autres, en 1992, les gens qui ont fait l'API, ils n'avaient pas des contraintes de temps réel comme aujourd'hui, c'était pour faire du rendu offline. Et donc, ils avaient fait en sorte que chaque appel de fonction dans WebGL vérifiait si les paramètres étaient corrects, si l'exécution jusqu'à maintenant était valide ou renvoyait une erreur. Et cette validation aujourd'hui, si on la combine avec le fait que l'API est très baroque et complexe, ça donne quelque chose qui est extrêmement coûteux. En plus de ça, en plus de ce qui se passe en natif avec OpenGL, WebGL rajoute de la validation en plus pour la sécurité dans les navigateurs web et aussi la portabilité. C'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être non portable ou quelque chose qui fait un comportement indéfini, qui pourrait par exemple exfiltrer des données, on l'interdit. Et ça rajoute encore plus de consommation CPU en plus de ce qu'il y a en natif. Et le dernier problème, c'est que OpenGL n'est pas supporté sur tous les ordinateurs. Par exemple, sur Windows, des fois, il peut ne pas y avoir de driver OpenGL. Et donc, les navigateurs doivent traduire d'une API vers une autre. Et c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Il y a de l'émulation qui se passe. Ça rajoute encore plus au coût CPU. Et voire même, ça ralentit la performance du code qui tourne sur le GPU. Par exemple, ça, c'est un bout de code dans Chrome qui est exécuté avec toutes les petites branches là, qui est exécuté à chaque fois, enfin, vous ne vous souciez pas des détails, c'est exécuté à chaque fois qu'une page web décide d'afficher un modèle 3D. Mais quand on veut faire un beau jeu vidéo, il y a des milliers de modèles 3D qu'on veut afficher par frame. Et ce code-là, du coup, il tourne, je ne sais pas, 50 000 fois par seconde. Et c'est juste 5% du code. C'est vraiment très très lent et horrible. Donc, les problèmes de WebGL. La première, c'est en retard et ça n'a pas la fonctionnalité qu'on dit compute. Le deuxième problème, c'est que ça ne correspond plus à la façon dont les cartes graphiques marchent. Et le troisième problème, c'est que c'est lent par design du côté CPU. Donc maintenant, les gens qui faisaient WebGL se sont dit, ben voilà, on a ça, c'est un problème, on va faire quelque chose de nouveau. Donc ça va être la nouvelle chose, pour l'instant on l'appelle WebGPU, le nom va peut-être changer. Donc WebGPU, comme WebGL, c'est une API JavaScript qui peut être utilisée dans les pages web, mais en plus de ça, ça va être aussi une API WebAssembly qui pourra être utilisée directement de façon à ce que les appels faits depuis WebAssembly soient extrêmement rapides. Parce que pour l'instant, WebAssembly, à chaque fois qu'il fait un appel dans WebGL, par exemple, il passe à travers le JavaScript et puis ensuite il retourne dans le moteur HTML. WebGPU, c'est une API graphique qui va chercher à corriger les problèmes de WebGL et qui est inspirée par les API en natif modernes. Donc on oublie complètement la rétrocompatibilité. En plus de ça, WebGPU, c'est un effort commun par tous les vendeurs de navigateurs web et d'autres personnes au W3C. Et ça va, en gros, une des motivations, c'est que ça va permettre de faire du machine learning sur la carte graphique, sur le web, ce qui va être beaucoup plus rapide que ce qu'on fait maintenant. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est un nom temporaire. On dit WebGPU parce qu'il faut bien donner un nom. Peut-être que ça va changer, on verra. Et puis, c'est aussi, c'est vraiment les premiers jours de WebGPU, donc il y a des choses que je vais présenter qui peut-être vont changer. Mais, enfin, j'espère pas, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Et ça ne sortira pas demain non plus. Donc, WebGPU, ça corrige le problème de WebGL. Ça essaie de rattraper le retard par rapport aux plateformes natives. En particulier,
On enlève tout ce qui est rétrocompatibilité, ce qui nous permet d'avoir une API qui est beaucoup plus simple en termes de structure et ce qui va nous permettre d'être plus agile dans le développement. Ça va aussi nous permettre d'implémenter les nouvelles fonctionnalités de manière plus facile, parce que la structure est simple justement. Et en plus de ça, comme on peut choisir la structure de l'API, on peut faire en sorte qu'elle soit facile à traduire vers les API natives. Donc on va pouvoir la traduire vers l'API d'Apple, vers l'API de Microsoft, vers l'API de tous les autres qui font un truc en commun. Alors que WebGL, c'est très proche d'une API, mais c'est très éloigné des autres, et donc le coût de traduction est immense. Alors que pour WebGPU, comme on peut choisir le design, on va faire en sorte que ce soit facile à faire. Et en plus de ça, un peu le truc gratuit, c'est que toutes les instances de WebGPU vont pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité Compute. Sinon, WebGPU est présent et à Compute ou il n'est pas présent. Mais l'idée, c'est qu'il est présent et il est à Compute le plus souvent possible. Donc ça, c'est un exemple du deuxième problème qu'on avait vu sur WebGL, qui est que WebGL ne correspond plus au hardware sous-jacent. Si on regarde WebGPU, il va utiliser un concept moderne qui est de dire on prend tous les paramètres de la carte graphique, les programmes et tous les petits boutons qu'on peut tourner, et on appelle ça un pipeline state. Et ça permet au driver de précompiler exactement ce dont il a besoin et de stocker les paramètres dont il n'a pas besoin de précompiler. Et à ce moment-là, utiliser ces paramètres d'un bloc, ça devient juste un appel de fonction qui s'appelle bind pipeline, mais qui va être beaucoup plus rapide parce qu'on est certain qu'il ne va pas y avoir de recompilation de trucs. Et donc l'application est capable de précompiler ces choses-là quand elle se charge, et elle est garantie que lors de l'exécution, il ne va pas y avoir de freeze spontané qui nuit à l'expérience. Ça, c'était le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est que WebGPU va être plus rapide en termes de CPU. Essentiellement, pour deux grandes raisons. La première, c'est que les API modernes ont des concepts de prévalidation et de précréation des choses qui va nous permettre d'être plus intelligents et de faire le travail au chargement de l'application plutôt que au moment où le joueur il est en train de jouer ou l'apprentissage est en train de tourner. Et en plus de ça, on peut se permettre d'avoir, ce qui nous permet d'avoir moins de check d'erreur lorsqu'on fait les appels de fonction. En plus de ça, comme on choisit le design et qu'on n'a pas de rétrocompatibilité, on peut faire en sorte que ce soit facile à traduire vers les différentes API comme on a dit avant. Et en plus de ça, on peut faire en sorte que les problèmes de sécurité disparaissent un peu par design, au moins autant qu'on peut, ce qui va éviter encore plus de validation et de check d'erreur. Donc l'idée, c'est que là aussi, WebGPU va être plus rapide sur le CPU. Ça ne va pas être aussi bien qu'une API native parce qu'il y a un coût de traduction forcément, mais on va essayer d'être le plus proche possible. Donc voilà, ça c'était pour WebGPU. Et donc en gros, à la fois ça améliore WebGL en termes de performance et de predictability, je ne sais plus dire ça en français, et de l'autre côté, ça va amener de nouvelles fonctionnalités que les gens demandent aujourd'hui sur le web. Donc maintenant, je vais parler un petit peu du processus de standardisation web. C'est quelque chose que je vais montrer un peu de mon point de vue, parce que je fais ça depuis 1 an à peu près, donc je ne connais pas encore tout et il y aura peut-être des trous. Et puis n'hésitez pas à poser des questions à la fin s'il y a des sujets qui vous intéressent plus dans cette partie-là aussi, si vous voulez creuser un petit peu. Donc la standardisation du web, en gros, la majorité des choses se font au W3C. Le W3C, c'est un truc qui s'appelle le World Wide Web Consortium. Et c'est, je ne sais pas exactement, je pense que c'est là que la spec HTML a été publiée la première fois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est là que tout se passe. L'intérêt du W3C, c'est que ça met en place une structure qui permet aux différentes organisations qui s'intéressent au web de partager de la propriété intellectuelle quand ils travaillent sur une spécification. Comme ça, ils n'ont pas peur de se prendre des procès s'ils utilisent la spécification. En particulier, le W3C a 2 types de groupes. Il y a des community groups qui sont en gros des forums de discussion un peu plus évolués, mais n'importe qui peut y aller, c'est super public et il n'y a pas vraiment de problématique de partage de propriété intellectuelle. Puis de l'autre côté, il y a des working groups qui, eux, ont une structure légale beaucoup plus forte qui force le partage de propriété intellectuelle.
En particulier, donc il y a un peu des deux, toutes les techno web, il y en a qui sont en community group parce qu'il n'y a pas trop de propriété intellectuelle, puis il y en a d'autres qui sont en working group. Et il y a un cas particulier avec le community group qui s'appelle le WhatWig, et c'est celui où il y a l'aspect HTML qui vit. En gros, quand ils ont voulu faire HTML5, des gens ont voulu le faire en community group parce que c'était moins chiant, et Microsoft a dit non, on ne veut pas. Donc il y a d'un côté Microsoft avec un working group, et puis les autres un community group. Donc ce qui se passe, c'est que HTML, la spec, elle vit et c'est quelque chose qui évolue tous les jours dans le WhatWig. Et de temps en temps, le working group dans lequel il y a Microsoft et aussi les autres, mais il y a surtout Microsoft, ils prennent un snapshot de la spec et ils disent ça, c'est HTML version 5 ou 5.1. Et donc dans le W3C, on a plusieurs cas comme ça de living spec d'un côté et puis de choses ratifiées avec un tampon et tout ça qui disent oui, on partage notre propriété intellectuelle. Donc notre groupe en particulier pour WebGPU, il s'appelle GPU for the Web, parce que pourquoi pas. Et il a été créé en février 2017 par un ingénieur à Apple qui s'appelle Dean Jackson. Ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est qu'on a tous les navigateurs web qui sont là, et puis on a aussi d'autres personnes en plus, mais c'est vraiment important pour nous d'avoir tous les navigateurs web, parce que comme ça on peut être sûr que les choses vont marcher chez Apple, chez Microsoft, sur Android, Chrome OS, tout ça. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Pour l'instant, c'est un community group, mais on va essayer de le transformer en working group parce qu'il y a beaucoup de propriétés intellectuelles dans l'espace des GPU. Pour l'instant, on attend pour être un working group que le W3C choisisse une licence logicielle, parce que pour l'instant, ils ont une licence pour les spécifications, parce que c'est ce qu'ils font, mais ils n'ont jamais fait de logiciel, et nous, on veut en faire dans ce groupe. Donc ils sont en train de choisir et ensuite on fera ça. Ce qui est cool, c'est que même si on n'a pas le framework légal, les gens sont quand même relativement actifs et on est capable d'avoir des discussions dans le community group. Et donc GPU for the Web, ça va créer à la fois une spec pour l'API et aussi une implémentation de référence et une batterie de tests pour vérifier que les navigateurs sont interopérables et tout ça. Une chose que je voudrais mentionner, c'est que les équipes qui travaillent sur les standards web sont assez petites. Donc pour WebGPU, qui est quand même une API qui a un nouveau langage de programmation, enfin, qui rajoute un langage de programmation pour les cartes graphiques sur le web et qui va avoir, je ne sais pas, quelques centaines de fonctions et plein d'objets et tout ça, on n'a que 2 ou 3 ingénieurs qui participent par entreprise, 2 navigateurs. Et tout le monde a aussi un vrai boulot à côté de la standardisation de WebGPU. Par exemple, moi, entre le prototypage de WebGPU et l'organisation de trucs et la standardisation, ça fait que 50% de mon temps. Je continue à travailler sur WebGL et toute la couche logicielle là. Quand WebGPU sera en plein essor et qu'on va devoir développer vraiment l'API une fois qu'on sera mis d'accord sur tout, je pense qu'il n'y aura pas plus de 3 ou 4 développeurs par navigateur web qui travailleront dessus. C'est pas énorme, étant donné le montant de travail qu'il y a. Puis aussi, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités de faire ça parce que une fois que l'API est sortie, ben, il faut la supporter pendant 10, 20 ans, enfin en gros, voilà, enfin beaucoup de temps en termes d'informatique. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un nouveau standard? Donc avant de faire un standard, ça commence par des entreprises qui se disent « Ah, il y a un problème sur le web, on pourrait le rendre meilleur ». Et donc, il y a vraiment… Les nouveaux standards web sont toujours faits à partir d'un besoin pour le web, mais ce n'est pas le standard lui-même qui est fait pour ça, il y a toujours un besoin. Donc dans le cas de WebGPU, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait WebGPU. La première, c'est que Flash, il est deprecated et puis on va le virer du web. J'ai oublié de corriger, ce n'est pas PPAPI, c'est NPAPI, qui est le Native Plugin API. Ça a été enlevé du web aussi. Par exemple, Unity, ils utilisaient ça pour rouler dans Chrome. Ça a été enlevé. Donc maintenant, Unity, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Et donc, enlever Flash et enlever NPAPI, ça fait qu'il y a quelque chose qui manque sur le web pour faire des jeux vidéo. En plus, de plus en plus, on voit des moteurs de jeux vidéo des gros moteurs de jeux vidéo natifs qui essaient de se porter sur le web. Par exemple, il y a Unity qui fait ça avec WebGL aujourd'hui. Il y a celui que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle Unreal Engine qui fait ça aussi. Et ils sont compilés avec WebAssembly, mais en plus de tourner rapidement sur le CPU, ils veulent tourner rapidement sur le GPU. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'offre pas encore aujourd'hui avec WebGL, ou en tout cas pas assez bien. Et puis, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du machine learning sur le web.
Et ils utilisent déjà WebGL pour essayer d'utiliser la carte graphique, mais c'est complètement sous-optimal. Et on pourrait avoir sur certains systèmes des performances x2, x3 si on avait le compute. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on a choisi de lancer le processus de standardisation de WebGPU. Avant la standardisation aussi, il y a souvent une ou deux entreprises qui font des prototypes juste pour tester, voir si ça pourrait marcher, voir quel est l'intérêt des gens. Donc nous, on en a fait, mais il y a aussi, par exemple, tous les exemples des propriétés CSS qui avaient des préfixes. C'était en gros ça, ils essayaient de faire des prototypes pour voir si les gens étaient intéressés et si ça marchait. Dans le cas de WebGPU, on a eu deux prototypes en même temps, qui étaient assez indépendants. Donc il y a le prototype d'Apple qui s'appelle WebGPU, c'est pas du tout, comment dire, confusing. Mais enfin, en tout cas, il y a WebGPU, le prototype d'Apple, et il y a WebGPU, l'API qu'on aura plus tard. Mais on oublie le... voilà, bon. Il y a un autre prototype qui s'appelle NXT, et un autre prototype fait par Mozilla, mais qui n'est pas vraiment un prototype, c'est juste un genre de spécification de ce que ça pourrait être. Et tout ça, ça a été fait au début 2017. Donc là, on entre dans le processus de standardisation même parce qu'on crée un groupe. Donc au W3C, soit quand on veut créer un nouveau standard, soit on se greffe à un groupe existant qui est déjà sur le sujet. Mais dans notre cas, il n'y avait pas vraiment de groupe qui faisait des choses liées à la carte graphique parce que WebGL, il était fait pas au W3C. Donc on a dû créer un nouveau groupe pour faire la standardisation de WebGPU. Quand on crée un nouveau groupe, il faut se mettre d'accord sur une charte qui va dire ce que le groupe va créer, quelles sont les directions, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, déjà, ça prend 1 ou 2 mois, des fois, parce que les entreprises ont des buts différents et il y a un peu de politique là déjà. Donc, notre groupe, qui s'appelle GPU for the Web, il a été créé en février 2017. Ensuite, c'est l'étape à laquelle on est en ce moment. On fait de la recherche pour essayer de voir un petit peu comment l'API devrait être, quelles sont les contraintes, qu'est-ce que c'est l'état de l'art en natif par exemple. Et on essaie en groupe, avec tous les navigateurs, de trouver une solution qui déplaît à personne. On ne sait pas trouver la meilleure solution parce que les meilleures solutions sont toujours plus ou moins à un extrême, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et le but vraiment c'est de mettre tout le monde d'accord parce que c'est un standard. Donc on essaie de trouver quelque chose qui ne déplaît pas. En particulier, les discussions peuvent prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a des points de vue sur si l'API devrait être bas niveau, ça c'est Mozilla, si l'API devrait être haut niveau, ça c'est Apple, si l'API devrait être au milieu, ça c'est Google et Microsoft. Il y a des débats sur est-ce que le langage, ça devrait être un langage texte, est-ce que ça devrait être un langage binaire avec un bytecode. Et c'est des questions qui sont un peu philosophiques et qui mettent vraiment beaucoup, beaucoup de temps à résoudre. Donc là, on a commencé à discuter de ces questions il y a 6 mois et peut-être qu'on commence à s'approcher d'une résolution sur le langage de programmation pour GPU. On n'est pas encore là pour si ça doit être haut niveau ou bas niveau. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est du design par consensus. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment à WebGPU, mais en même temps, les gens, ils font aussi de la recherche en développant des prototypes. Donc de temps en temps, je continue à hacker sur notre prototype pour tester des idées, pour vérifier la performance, ce genre de choses. La deuxième étape, une fois qu'on a eu un consensus sur les grandes lignes de l'API, c'est de commencer à écrire la spec, à coder la batterie de test. Dans notre cas, de coder une implémentation de référence qui pourrait être utilisée comme une librairie C++ dans les navigateurs pour implémenter le standard. C'est assez nouveau qu'on produise du logiciel au W3C, mais voilà. Donc ça, on espère peut-être y arriver, commencer à faire ces choses-là dans 3-6 mois, on verra. C'est pas du tout clair. Mais donc l'idée à ce moment-là, c'est de produire vraiment la spécification, c'est ce que le groupe est censé faire. En même temps que la spécification se fait, quelque chose qui se fait maintenant, c'est de construire un MVP, Minimal Viable Product, c'est le même sigle, qui va pouvoir être mis dans les navigateurs et utilisé par les développeurs en mettant une option à on dans les navigateurs. Donc par exemple, ils peuvent ouvrir Edge et puis dire je veux essayer d'utiliser WebGPU. Edge va leur dire
Fais attention, j'espère que tu sais ce que tu fais parce que c'est pas encore, c'est pas encore sûr d'utiliser cette API, elle risque de casser ton ordinateur, tout ça. Ils disent ok, c'est pas grave. Et puis ils peuvent essayer le chose et puis nous donner des commentaires sur l'API et voir. Comme ça, nous, on peut avoir aussi des données et modifier les choses pour que ça marche bien. Donc cette étape-là, par exemple, elle peut être faite en même temps que l'écriture de la spécification, parce que ça nous permet aussi de modifier l'écriture de la spécification. Et c'est quelque chose qui a été assez popularisé par WebAssembly, où ils ont d'abord eu un MVP qui était relativement différent de ce qu'ils ont fait après. Ça leur a donné beaucoup de données pour choisir la tête de WebAssembly V1. Ensuite, une fois qu'on a fini d'écrire la spécification et le MVP nous a aidé, on publie une spécification. Alors là, je ne suis pas tout à fait sûr de qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait ça. Je sais qu'il faut aller voir un groupe qui s'appelle le Technical Architecture Group, où il y a Tim Berners-Lee et puis d'autres gens, des navigateurs qui vont dire « Ah, ça j'aime pas parce que c'est pas très JavaScript, ça c'est pas très comme la plateforme web, est-ce que vous pouvez me changer tout ça ?» Mais après quelques allers-retours, on arrive à passer à travers ça et ils disent « Ok, c'est bon pour nous ». Ensuite, on doit aussi avoir les gens, comme on est dans un working group et qu'il y a un framework légal, on doit aussi avoir les gens qui signent le fait qu'ils soient d'accord de partager la propriété intellectuelle qu'ils ont sur ce domaine-là pour ce standard. Et après, bon, il faut un site web, tout ça, mais il y a sans doute d'autres choses à faire. Je ne suis pas tout à fait sûr, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, on verra. Et puis, une fois qu'on a une spécification, on commence à shipper des browsers, à publier des navigateurs qui ont cette fonctionnalité allumée par défaut. Et en général, ça arrive dans Firefox et Chrome le font en premier parce qu'ils font des nouvelles versions plus souvent. Puis ensuite Safari et Edge parce qu'ils publient tous les 6 mois des nouvelles versions à peu près. Et à ce moment-là, les développeurs ils commencent à utiliser l'API et puis ils envoient des rapports de bugs et il n'y a rien qui marche. Et on les corrige et puis après tout est pour le mieux dans le web. À peu près. Donc en gros, si on regarde en termes de timeline, là c'est plus ou moins récapitulatif de ce que j'ai dit, et puis aussi une timeline assez agressive, qui est ce que moi j'espère pour WebGPU, probablement pas ce qui va se passer. Donc la V1 elle sortira un peu avant 2020, probablement, enfin c'est probablement faux, mais bon. Donc pour l'instant, on est à peu près ici. Et puis j'espère que dans 3-4 mois, on va se mettre d'accord sur les grandes lignes de l'API et on va pouvoir commencer à aller plus dans les détails et à écrire la spec. En même temps, en fait, on a continué à faire tous les prototypes et j'espère qu'on va pouvoir réutiliser le code d'un des prototypes pour faire le MVP. Comme ça nous permettra de tester les choses beaucoup plus rapidement. Donc idéalement, on a un MVP début 2019 et puis on a la V1 un peu avant 2020. On verra. Voilà. Et ouais, j'avais une démo d'un prototype. Je ne vais pas la mettre sur le Hangouts parce que ça va être beaucoup de... Donc ça, c'est le prototype, notre prototype à nous. Merde. Ça, c'est Chrome qui cherche à s'ouvrir dans une instance de Chrome qui existe déjà. Une seconde. Ouais, et si ça marche pas, tant pis. Hey, ça marche. Donc là, alors c'est une démo qui a l'air relativement basique. La partie intéressante, c'est qu'on a des particules. Il y a 2 parties à ces particules. Il y a l'affichage qui est fait de manière avec notre prototype, mais c'est quelque chose qui était facilement faisable avec WebGL. Et de l'autre côté, on a la simulation des particules, parce que là, l'idée, c'est que c'est une simulation physique qui reproduit un peu le mouvement des oiseaux en vol, où ils se mettent par groupe, ou des poissons, et on commence à avoir des groupes. Cette partie-là de simulation, elle est faite en utilisant la nouvelle fonctionnalité Compute, et donc elle est faite de façon plus efficace, parce qu'on a pu tirer parti de certaines choses pour faire ça. Et donc, dans WebGL, c'est possible de faire ça, mais c'est un peu compliqué, et faut un peu retourner et hacker WebGL pour le faire. Dans WebGPU, c'est vraiment facile, et c'est prévu pour. Donc ouais, ça c'est notre démo et c'est ce qu'on a présenté début 2017. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé depuis parce qu'on a cherché à faire plus du travail de recherche et de politique. On a toujours Firefox sur le truc?
Non, enfin bon, de toute façon, c'est les questions. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans quelle mesure Apple a intérêt à développer le web GPU si demain on peut exécuter des jeux à l'intérieur d'un navigateur, on va bypasser l'écosystème sur Alors l'App Store. c'est difficile de dire ce que Apple pense, Oui. mais, Je vois pas trop, mais même tu pourrais dire ça pour Google par exemple avec le Play Store, même si c'est plus petit. Mais il y a déjà dans chacune de ces boîtes, il y a des sous-groupes qui pensent que le web c'est le futur. Et c'est bien de faire avancer le web. Donc nous, on a envie de faire ça de base. Et puis aussi, l'intérêt du web, c'est que quand tu cliques, l'application se charge, mais tu n'as pas de processus d'installation, tout ça. Après, je pense que le Play Store, ils n'ont pas vraiment peur pour l'instant que les jeux sur le web deviennent la norme. C'est plus parce qu'il y en a déjà en fait. Il y a plein de jeux sur Facebook, c'est pas très connu par les développeurs, mais il y en a vraiment plein. Donc ça permettrait de rendre ça plus rapide. Mais c'est difficile. C'est juste, il y a différentes factions. Et j'ai oublié de répéter la question. La question c'était, si je me souviens bien, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Apple, qui a un App Store avec des jeux vidéo déjà dedans, voudrait standardiser une technologie qui permet de faire des jeux vidéo sur le web, qui est une plateforme concurrente? Moi j'ai un petit complément, il y a une autre spec en cours de développement qui s'appelle le Web Payments, qui vise à faire du micro-paiement dans le navigateur. Donc finalement les gens de Play Store permettront peut-être de faire de l'achat in-app depuis le navigateur. Ouais. Mais donc c'est pas clair et c'est difficile de savoir comment marchent ces grosses entreprises et pourquoi elles font les choses. Oui. C'est quoi la spécificité de WebGPU qui va pousser à ce que la W3C livre du code plutôt qu'une spec, comme WebAssembly? Excuse-moi? C'est quoi la spécificité de WebGPU qui demande à ce que la W3C va fournir du code? Ok. Donc la question c'est pourquoi est-ce que le W3C va accepter de faire du code en plus d'une spec? Donc déjà WebGPU ça a une spec et c'est vraiment ça le cœur du truc. C'est parce qu'on a demandé au W3C de faire ça, parce que en fait Apple, Google, Microsoft et Mozilla, on n'a pas vraiment d'endroit où on peut partager du code de façon simple. Et partager du code de façon simple aujourd'hui, c'est mettre sur GitHub avec la licence Apache 2. Mais le problème c'est que, par exemple, WebKit c'est du GPL2 et c'est pas compatible avec Apache 2, donc on peut pas faire ça. Et c'est assez compliqué, mais du coup on voulait un endroit où on peut partager du code avec du partage de propriété intellectuelle. Et vu qu'on est au W3C, autant rajouter ça au framework légal du W3C plutôt que créer un nouveau truc complètement. Oui. Dans la composition du groupe, tu as parlé des gens qui font des navigateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui font des cartes graphiques? Est-ce qu'il y a des développeurs de jeux surtout? Parce que de ce que j'ai entendu, il y a quand même pas mal de développeurs de jeux qui sont assez frileux sur le simple fait de faire des jeux dans un navigateur parce que ça rajoute une couche d'attraction qui leur bouffe de la perf et que le moindre milliseconde de compétence. Ok, donc la question c'est est-ce qu'en plus des navigateurs web, il y a d'autres personnes comme les développeurs de jeux et les développeurs de cartes graphiques, enfin les concepteurs de cartes graphiques qui participent, en particulier les développeurs de jeux vidéo parce que ils n'aiment pas le navigateur, ça rajoute des couches logicielles qui ralentissent les performances. Pour l'instant, on en a assez peu, on aimerait vraiment en avoir plus, mais c'est juste que là, on a des débats qui sont relativement philosophiques entre les navigateurs web, donc on essaie d'avoir des données des différents acteurs, mais on pense que c'est une perte de temps pour eux de participer à toutes les discussions parce qu'il y a trop de trucs qui sont très spécifiques au navigateur web. À terme, on veut vraiment avoir les acteurs, à la fois les jeux vidéo, les frameworks de machine learning et les concepteurs de GPU qui participent. Pour le jeu vidéo, ça c'est les concepteurs de jeux vidéo qui ne veulent pas faire de jeux sur le web parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des consoles et tout ça, mais le web c'est un autre marché. Pourquoi est-ce que tu ferais un jeu pour une Switch alors que c'est un hardware qui est moins puissant? Ça te permet d'accéder à plus de consommateurs qui ont acheté une Switch. Pourquoi est-ce que tu ferais un jeu sur mobile alors que c'est une plateforme moins puissante? Sur Android en particulier, parce que c'est difficile de développer sur Android. Il y a juste plein de gens sur Android, donc tu le fais. Le web, c'est pareil. Il y a énormément de consommateurs sur le web qui jouent déjà, par exemple, sur Congregate ou Facebook, ce genre de choses. Et tu auras envie de les atteindre en tant que développeur du jeu. Et d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas le choix. Et nous, on essaie de rendre ça facile, mais d'une manière ou d'une autre, les développeurs de jeux n'ont pas le choix s'ils veulent atteindre ce marché. Oui. Je disais à propos des performances que, en fait, pour l'instant, c'était conçu comme une surcouche à DirectX ou des trucs natifs. Donc, est-ce que ça, vous avez une raison de fond? Est-ce que ça a vocation à perdurer?
Et en particulier, pour le truc genre OpenCL qui est super bien foutu, est-ce qu'à terme ça pourrait le remplacer? Alors, la question c'était, pour l'instant, le WebGPU c'est montré comme une surcouche par rapport aux API natives. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester comme ça? Est-ce que ça sera toujours une surcouche? Ou est-ce qu'à un moment, ça deviendra une API native qui pourrait être utilisée et qui pourrait remplacer d'autres API natives? C'était la question. En fait, donc dans la charte du groupe, on a décidé que on veut pas, pour des raisons politiques, on a décidé on a dit qu'on ne veut pas que l'API soit utilisée pour faire du design de hardware et faire des drivers. Ça ne veut pas dire que l'API, on ne veut pas qu'elle soit utilisée en natif. On veut laisser la possibilité ouverte, ne serait-ce que pour que les jeux vidéo puissent tester en natif avant de porter sur le web. Mais on n'a pas envie que ça devienne une API hardware parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup plus de propriété intellectuelle qui rentrent en compte et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et en plus de ça, chaque système a vraiment son API et Microsoft ne va pas dire « Ah non, mais je vais laisser tomber DirectX et puis faire utiliser votre truc ». Enfin, ça ne marche pas. Donc, non, enfin, ça sera toujours une surcouche. Mais l'idée, c'est vraiment de la rendre la plus mince possible. Ouais. Dans les langages de programmation, enfin, ma question, c'est sur les langages, l'étude des langages que vous utilisez. Est-ce que vous avez défini, ou est-ce que vous avez une idée du tronc commun des specs de langage, par exemple? Est-ce qu'il y a des classes? Est-ce qu'il y a du typage? Okay. Est-ce qu'il y a de la protection mémoire? Enfin, quels sont... Est-ce que vous êtes à ce type de réflexion ou est-ce que vous vraiment vous inscrivez dans un langage déjà bien défini? Alors, existant? Comment ça se passe? Ouais, juste, j'ai encore combien de temps pour les questions? Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure en fait, donc... Ok, bon, parfait. Donc la question c'était dans les langages de programmation pour WebGPU, est-ce qu'on pense prendre quelque chose qui existe déjà ou est-ce qu'on réfléchit à un nouveau langage avec différentes fonctionnalités de langage comme de l'orienté objet, la gestion de la mémoire virtuelle ou de la protection mémoire? La protection mémoire ou du garbage collecting? Ou du garbage collecting, tout ça. Alors, pour les GPU, d'une certaine manière, il n'y a pas trop le choix. Les GPU sont quelque chose... Du code qui tourne sur les GPU devra toujours être complètement inlineable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de récursion par design, parce qu'il y a certains GPU qui fonctionnent comme ça. Donc il ne peut pas y avoir de récursion, en tout cas de notre côté. Donc déjà, ça limite vachement les classes de langage. Il n'y a pas de garbage collector non plus, parce que la gestion... il ne peut pas y avoir un... Comment dire? Ça serait difficile de faire un garbage collector qui fonctionne avec la même opération sur les ALU multiples et tout ça. Donc vraiment, on se tourne vers des langages qui sont plutôt bas niveau. Par exemple, les langages d'aujourd'hui qui tournent sur le GPU, c'est c'est des langages qui ressemblent un peu à du C, mais sans des pointeurs. Après, on peut toujours ajouter des surcouches syntaxiques qui font de l'orienté objet, mais ça doit toujours être complètement inlineable. En particulier, aujourd'hui, on se dit qu'on ne va pas faire un nouveau langage parce que c'est beaucoup de boulot. Donc, les deux choix qui se présentent à nous, c'est soit d'utiliser un bytecode qui existe déjà, qui s'appelle SPIR-V, qui est un bytecode qui ressemble à la représentation intermédiaire de l'LVN. Soit on se tourne vers un langage qui existe déjà, qui est le langage de Microsoft, qui s'appelle HLSL. Mais c'est vraiment les deux choix aujourd'hui, et les deux sont relativement bas niveau. Et par contre, si on fait, dans les deux cas, on se dit qu'on va évoluer le langage pour ajouter des nouveaux concepts comme des génériques et ce genre de choses, mais c'est toujours un langage qui doit rester bas niveau et qui doit être facile à transformer en une séquence d'assembleur, sans jump, limite. Ouais. D'autres questions? Ouais. Pour le succès de WebGPU, la compatibilité entre tous les navigateurs, ça me paraît super important. Il y a une bibliothèque de test, là, dont on a parlé. C'est facile à tester, un gros truc comme ça, hyper graphique. Donc la question, c'est pour un standard comme WebGPU, l'interopérabilité entre les navigateurs est super importante. Et je parlais d'une test suite, à quel point c'est gros et difficile à faire. Les test suites graphiques sont méga durs à faire. Ça, c'est monstrueux. Je n'ai pas les nombres dans la tête, mais la test suite de WebGL, elle tourne, je sais pas, 100 000 tests peut-être. Et elle est moi, je la trouve assez incomplète. Il y a pas mal de corner cases qu'elle ne traite pas.
Alors on essaie de simplifier l'API, donc il y a des choses qui, peut-être que les 100 000 tests, ça deviendra 50 000, 20 000, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement complexe à tester parce que c'est vraiment la gestion d'un coprocesseur, il y a de l'asynchronie qui rentre en jeu, il y a beaucoup de choses, de calculs en précision flottante, enfin, c'est vraiment l'horreur. Donc, mais il faut le faire, donc on le fera. Ah, oui. Avec seulement 3 développeurs par navigateur. Excuse-moi. Avec seulement 3 développeurs par La question, c'est est-ce qu'on va faire ça avec seulement 3-4 développeurs par navigateur web? Et oui. Mais non, mais comment dire, si tu veux contribuer, tu peux, c'est pas un problème. Non, mais ça va être beaucoup de boulot, et puis peut-être qu'on prendra des contractuels, enfin on fera un contrat avec des entreprises pour nous aider à faire ça. On a déjà un framework qu'on peut réutiliser plus ou moins, donc on verra, on peut faire des choses, mais c'est sûr que ça va être beaucoup de boulot. La question c'était surtout pourquoi il n'y a pas plus de moyens? Pourquoi est-ce que c'est que 3 ou 4 développeurs par navigateur web? Parce qu'il y a beaucoup d'autres standards web, et les navigateurs sont quand même des choses qui sont assez lean. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui bossent sur les navigateurs, mais il y a aussi énormément de choses à faire. Et donc, travailler sur les standards web, il y a peut-être, je sais pas, 100, 200 personnes par navigateur qui travaillent sur les standards web, au plus, qui travaillent à les faire et à les implémenter. Et des standards web, il y en a plein. Et ça va de Web Payments, qu'on mentionnait juste avant, à tous les trucs HTML qui viennent. Il y a Web VR 2 qui va sortir. Il y en a plein. Donc, on n'a pas tant de ressources que ça. Ah, oui. Ça te fait pas chier de faire de la politique? Ça me fait pas chier de faire de la politique. Écoute, c'est pas ma formation. C'est intéressant, mais c'est méga stressant en fait. Donc, je paye un peu ma santé mentale en ce moment, mais il faut le faire. Et puis il y a quand même ce qui vient après, qui est qu'on a une API qui est cool et qu'on fait des trucs techniques cool. Donc, ouais. Oui. Oui, juste pour avoir une idée, en rebondissant sur la question de monsieur, il y a combien de working groups à peu près et 3 développeurs par navigateur, c'est quelle taille? C'est moyen, c'est un petit, c'est un gros? Ok. Donc la question c'est combien est-ce qu'il y a du working group en gros W3C comme pour avoir des ordres de grandeur de choses, et combien est-ce que 3-4 développeurs par navigateur c'est beaucoup ou pas? Le nombre de working groups, j'en ai aucune idée. Il y en a qui sont actifs, il y en a qui ne sont pas actifs. C'est très compliqué. Il y en a qui sont plus sur des questions philosophiques du web, genre l'accessibilité ou l'internationalisation. Je ne saurais pas te dire. De l'ordre de 50 à 300, mais enfin, ça n'aide pas, quoi. L'autre question, c'était 3-4 personnes. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Je dirais que c'est une équipe moyenne. Forcément, sur le standard HTML, il y a beaucoup plus de gens qui y travaillent. Pareil sur JavaScript. Je pense qu'en termes d'API, on va être une des grosses API parce que, comme je le décrivais, il y a beaucoup de fonctions, il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas, c'est difficile à dire. Ouais. Tu disais tout à l'heure une centaine de personnes qui travaillent, de Chrome qui travaillent sur les working, à implémenter les fonctionnalités web, mais sur Chrome en entier, il y a combien de développeurs sur Chrome qui travaillent? Alors la première chose, la centaine c'est à la louche, en vrai j'en ai aucune idée, et le nombre de gens qui travaillent sur Chrome je peux pas dire. Voilà. Et je pense que on n'a plus de temps, donc merci tout le monde. Et puis, profitez.